Après des semaines de rumeurs sur son état de santé, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a refait surface. Il a reçu ce mercredi l'ex-diplomate algérien Lakhdar Brahimi. Uhuru Kenyatta est devenu ce mercredi le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la CPI. À l'issue de l'audience, le président Kenya a quitté les lieux sous les applaudissements de ses partisans. En page magazine, nous irons en République démocratique du Congo à la découverte des femmes membres de la SAP, la Société des ambianceurs et personnes élégantes. Très ravi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information que nous ouvrons par les nouvelles du virus Ebola. Le patient libérien atteint d'Ebola, le premier à avoir été diagnostiqué hors d'Afrique, est décédé hier matin à Dallas où il était hospitalisé. La nouvelle rendue publique, la Maison-Blanche a aussitôt annoncé que des contrôles renforcés pour lutter contre l'épidémie d'Ebola vont être mis en place dans 5 aéroports aux États-Unis où arrivent la plupart des passagers en provenance du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. Cette mesure concerne environ 150 passagers qui débarquent tous les jours dans ces différents aéroports. Le patient libérien atteint d'Ebola est donc décédé ce mercredi à Dallas, dans le Texas, aux États-Unis. Une aide-soignante norvégienne rapatriée toujours dans la même journée d'hier de la Sierra Leone, une espagnole contaminée, du moins, donc est traitée dans les hôpitaux de Madrid. Pendant ce temps, sur le continent africain, plus précisément à Freetown, le ramassage des cadavres des victimes d'Ebola se poursuit. Le point des derniers développements concernant cette épidémie à travers ce reportage. Ils sont constamment au travail, ces volontaires. Nous sommes à Waterloo, une banlieue de Freetown, en Sierra Leone. Quotidiennement, ils ramassent des cadavres infectés par le virus Ebola. Nous utilisons des kits personnels de protection, des gants, des bottes, du chlore, de manière à nous protéger. Le pays compte plus de 600 morts pour quelques 2300 cas dans cette épidémie. Mais il arrive que cette mission prenne un coup. Les volontaires mécontents refusent de travailler. Aujourd'hui, la plupart de nos hommes n'ont pas travaillé à cause du non-paiement. Le gouvernement a promis de nous payer chaque semaine, mais ils ont arrêté et c'est notre deuxième semaine sans paiement. C'est pourquoi la plupart de nos hommes ne travaillent pas et ceux-là sont juste une partie de l'équipe. Les équipes en charge de l'inhumation des cadavres ont repris du service ce mercredi dans 2 districts. Ils ont été en grève pendant 24 heures. L'inquiétude plane en Espagne depuis l'annonce lundi du premier cas de contamination hors d'Afrique. L'aide-soignante s'était sentie mal dès le 30 septembre, sans pour autant aller à l'hôpital jusqu'à son admission lundi. L'heure est grave. En Espagne, les autorités sanitaires mènent une course contre la montre pour identifier les personnes ayant été en contact avec la personne contaminée. Outre l'aide-soignante malade, 4 personnes étaient hospitalisées mardi par précaution à l'hôpital Carlos III, dont le mari de l'aide-soignante. On note qu'une femme médecin norvégienne, employée par Médecins sans frontières et infectée par le virus Ebola en Sierra Leone, a été rapatriée mardi à Oslo où elle sera traitée. Pendant ce temps, était au programme ce mercredi à Londres une nouvelle réunion de crise pour évoquer la lutte contre l'épidémie d'Ebola. David Cameron, Premier ministre britannique, a assuré que le Royaume-Uni continuerait à faire tout ce qu'il peut pour soutenir les efforts de la Sierra Leone, une ancienne colonie britannique. Une centaine de militaires britanniques devraient être présents en Sierra Leone d'ici à la fin de la semaine prochaine pour aider les autorités sierra-léonaises. Et les États-Unis vont annoncer dans les prochains jours de nouvelles mesures de contrôle des passagers internationaux pour limiter le risque que les personnes infectées puissent entrer sur le sol américain. Depuis l'identification au Texas, il y a une semaine, du premier cas d'Ebola aux États-Unis et hors d'Afrique, un Libérien arrivé du Libéria le 20 septembre sans symptômes, des voix se sont élevées au Congrès et ailleurs dans le pays pour renforcer les contrôles.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé a fait l'objet de rumeurs alarmantes ces derniers jours, a reçu hier l'ex-diplomate international algérien Lakhdar Brahimi. Bouteflika, âgé de 77 ans, affaibli par la maladie après un AVC en avril 2013, n'a pas accompli samedi dernier, comme le veut la tradition, la prière de la grande fête musulmane de la Tabaski. Depuis sa réélection en avril pour un 4e mandat, Abdelaziz Bouteflika n'a fait que de brèves apparitions à la télévision. La dernière remonte au 21 septembre quand il a dirigé une réunion consacrée à la sécurité au lendemain de l'enlèvement du guide de haute montagne français Hervé Gourdel, décapité par un groupe djihadiste. La Cour suprême libyenne a commencé ce mercredi à examiner un recours sur la constitutionnalité des réunions et décisions du nouveau Parlement. Un Parlement contesté par des députés et des milices. Ce recours a été déposé par Abderrouf Al-Manaï, un député pro-islamiste qui boycotte, comme d'autres élus du Parlement issus des élections du 25 juin dernier. Le requérant justifie sa démarche par le fait que le Parlement n'a pas respecté la constitution provisoire qui stipule qu'il faut siéger à Benghazi, ville située à 1000 km à l'est de Tripoli. À l'issue d'une brève audience, la Cour suprême, la plus haute autorité judiciaire du pays, a décidé d'ajourner l'examen de l'affaire au 20 octobre prochain pour permettre aux avocats de préparer leur plaidoirie. Uhuru Kenyatta rentre ce matin à Nairobi, accusé de crimes contre l'humanité. Le président kenyan est le premier chef d'État en exercice à comparaître ce mercredi devant la Cour de justice de la Haye. Au cours de l'audience, sa défense bien évidemment, a demandé l'abandon des poursuites pour crimes contre l'humanité. Uhuru Kenyatta a ensuite quitté la Cour sous les applaudissements de ses partisans et les députés de son parti qui avaient fait le déplacement jusqu'à la Haye. Reportage. Uhuru Kenyatta, ovationné par ses partisans à son arrivée ce mercredi matin à La Haye. Le président kényan est venu comparaître en personne devant la Cour pénale internationale. Une première pour un chef d'État en exercice. L'audience dite de mise en état, qui s'est déroulée en présence de la présidente de la CPI, a examiné la requête de report de l'accusation ainsi que la demande de la défense d'abandonner les poursuites. Ces examens terminés, Uhuru Kenyatta est ressorti de la Cour qui n'a fixé aucune date pour rendre sa décision. Dehors, il est accueilli par des chants, danses et applaudissements. Dans la foule, des partisans du président, mais aussi des députés venus de Nairobi. À cause des preuves qui nous ont été présentées, nous pensons que c'est OK pour nous de recevoir un arrêt des procédures. Au Kenya, cette comparution de Uhuru Kenyatta était suivie avec intérêt. Le sujet a fait la une des journaux et les avis sont partagés sur le choix du président. Ce n'est pas bon pour notre image si le président comparaît devant un tribunal. On dirait un criminel. Donc ce n'est pas quelque chose de bon, c'est une honte pour la nation. Nous préférons rendre justice nous-mêmes au lieu de faire appel à d'autres pays qui le font à notre place. C'est comme si nous nous immiscions dans leur pays. Ce n'est pas correct. Correct ou pas, Uhuru Kenyatta a fait l'histoire ce mercredi en devenant le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la CPI. Voilà, l'une des femmes les plus riches d'Afrique, Isabel Dos Santos, s'apprête à étendre son empire bancaire en Namibie, où la Banque centrale lui a accordé une licence, a-t-on appris ce mercredi. Il s'agit dans un premier temps d'une licence provisoire accordée à la banque BIC Namibia, dont la maison mère est l'une des plus grandes banques d'Angola, avec environ 200 agences détenues à 42,50% par Isabel Dos Santos, fille du président angolais José Eduardo Dos Santos. Isabel Dos Santos, dont la fortune a été évaluée à 3 milliards de dollars par le magazine américain Forbes, a récemment accru sa participation dans la banque angolaise Banco BIC, passant de 25% à 42,50% selon la presse portugaise. Bangui a été le théâtre de nouvelles scènes de violence dans la soirée de la journée du mardi. Ces violences intercommunautaires observées dans la capitale centrafricaine ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Les précisions à travers ce reportage. Tout serait parti d'un sujet musulman conducteur d'une moto.
L'homme aurait attaqué dans la nuit des individus se trouvant aux abords d'une voie par des jets de grenades qui ont fait plusieurs blessés. La riposte aurait été immédiate. L'homme a été pourchassé, rattrapé puis tué par des hommes non encore identifiés. Ce fut ensuite une spirale de violence sans précédent. Tirs croisés, maisons incendiées. La panique a tout fait de s'emparer des populations qui ont fui jusqu'au centre-ville. Leur salut, elles le doivent à la prompte intervention de la force européenne EUFOR. On dénombre toutefois au moins 5 morts à l'issue des heurts intercommunautaires ayant opposé chrétiens et musulmans. Les concernés, un motard, le conducteur de taxi et 3 autres personnes. Le Nigeria a accusé ce mercredi l'Afrique du Sud de bloquer une commande d'armes selon un représentant du bureau nigérien du conseiller spécial à la sécurité. Le Nigeria a signé un contrat d'achat de matériel militaire pour 5,7 millions de dollars, soit 4,5 millions d'euros avec une entreprise sud-africaine. Mais Pretoria a gelé cette somme virée sur le compte bancaire de l'entreprise sud-africaine selon le bureau nigérien du conseiller spécial à la sécurité. Une affaire qui pourrait avoir des répercussions sur les relations bilatérales entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le porte-parole du parquet sud-africain n'a pas encore répondu à ces accusations, mais le gel de ces fonds a fait l'objet de nombreux articles dans les médias nigérians et sud-africains. Précisons que le Parlement nigérien a approuvé le mois dernier un emprunt d'1 milliard de dollars sollicité par le président Goodluck Jonathan pour mieux équiper l'armée nigériane afin de lutter contre le groupe islamiste Boko Haram. Les Nations Unies ont fait état ce mercredi à Kinshasa d'une recrudescence des activités des rebelles ougandais de l'armée de la résistance du Seigneur LRA dans le nord-est de la République démocratique du Congo. L'information a été donnée par le lieutenant-colonel Félix Prosper Bassé, porte-parole militaire de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, lors d'une conférence de presse. Il a également fait savoir que ces rebelles ougandais opèrent actuellement en petits groupes et s'illustrent depuis un certain temps par des kidnappings et des pillages. Selon l'ONU toujours, la LRA a tué plus de 100 000 personnes ces 27 dernières années en Afrique centrale. Elle est accusée d'avoir enlevé plus de 60 000 enfants. Créée dans le nord de l'Ouganda en 1987, la LRA a été chassée en 2006 de l'Ouganda par une offensive de l'armée. Elle s'est alors scindée en plusieurs petits groupes éparpillés dans les forêts les plus voisins. Elle est présente en RDC, en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Chaque année, des rumeurs circulent à Oslo avant l'attribution du prix Nobel de la paix, qui sera nominé ce vendredi comme prix Nobel de la paix 2014. Beaucoup de noms circulent dans la bouche des observateurs plus ou moins avertis, sans qu'aucun ne parte favori. Reportage. De la jeune Pakistanaise Malala, déjà donnée comme nobélisable l'an dernier, au très controversé Edward Snowden, en passant par un groupe de pacifistes japonais, des opposants russes ou encore le pape François, la palette des candidats est large. La politique russe en Ukraine avec l'annexion de la Crimée et la remise en cause des frontières, mais aussi le traitement réservé aux contestataires du Kremlin, ne peut pas ne pas interpeller le comité Nobel, estime Antoine Jacob, journaliste français, auteur d'une histoire du prix Nobel. Fondé par l'ex-président soviétique Mikhail Gorbatchev, avec le chèque du Nobel qu'il a lui-même reçu en 90, le journal Novaya Gazeta, rare média encore indépendant dont plusieurs journalistes ont été assassinés, compterait parmi les lauréats possibles. Héros pour les uns, traître pour les autres, l'ex-consultant de l'agence de sécurité américaine NSA, Edward Snowden, qui a révélé l'ampleur du programme de surveillance de son ancien employeur, figure aussi parmi les candidats proposés par des députés norvégiens. Observateur attentif de la chose Nobel, dont les pronostics n'ont encore jamais visé juste, le directeur de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, Paris, cette année sur la victoire du groupe japonais veillant à l'article 9. Bête noire des talibans, l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai est la préférée de Nobeliana, un trio d'historiens norvégiens spécialistes du Nobel
Nobel pour son combat en faveur de l'éducation des filles dans le monde. Parmi les autres nobelisables, on retrouve des habitués tels que le docteur congolais Denis Mukwege qui soigne depuis 25 ans les femmes victimes de violences sexuelles utilisées comme une arme de guerre en République démocratique du Congo et le militant bélarusse des droits de l'homme Alès Bialiatski, libéré de prison en juin dernier. Les bookmakers ont quant à eux fait du pape François leur favori. Sur le site de paris en ligne Paddy Power, la cote du prélat argentin était mardi de 9-4. Le Brésil à présent, le Parti socialiste brésilien, le PSB, pour lequel l'écologiste Marina Silva était candidate, a opté pour un soutien au social-démocrate Aécio Neves au second tour de la présidentielle qui aura lieu le 26 octobre prochain pour empêcher la réélection de Dilma Rousseff. La décision a été adoptée ce mercredi à la majorité lors d'une réunion à Brasilia du comité exécutif national du parti. La page magazine de ce journal: en République démocratique du Congo, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à intégrer l'ASAP. L'ASAP, c'est la Société des ambianceurs et personnes élégantes qui regroupe les fanatiques de la mode. Elles doivent faire face à beaucoup de préjugés, mais la passion de la mode l'emporte toujours. Reportage. Sur cette place du marché, des sapeurs font leur show et drainent du monde. La plus en vue, c'est Mamie Muso, dit Mamie Cho. C'est l'une des rares femmes sapeuses de la nouvelle génération. Cette jeune mère de 2 enfants est devenue sapeuse sous influence de son frère, lui-même sapeur. Je préférais m'habiller comme un homme. Je portais les chemises et les chaussures d'homme, mais je n'étais pas sapeuse. Mais parce que j'habitais chez mon grand frère qui est lui sapeur, c'est comme ça que je suis devenue sapeuse. Sapeuse, un nouveau mot pour désigner ces femmes au look spécial qui défilent avec majesté dans de coûteuses créations japonaises, françaises ou italiennes. Un look très masculin mais qui ne gêne pas l'un des pionniers de la SAP en RDC, le célèbre musicien Papa Wemba. C'est sans vraiment de féminin et bon, parce qu'elle préfère beaucoup plus un look masculin, qui moi ne me dérange pas. Moi ça ne me dérange pas quoi. Elles sont en train de se défendre, elles sont en train de montrer qu'elles sont là aussi, qu'elles existent. Exister, voilà le combat que mènent ces femmes parmi les hommes. Une lutte qui les expose à plusieurs critiques, y compris chez les sapeurs. Principal grief, certaines portent des costumes et déambulent avec une pipe et une canne, un style qui leur vaut d'être assimilées à des lesbiennes dans un pays où l'homosexualité est encore mal acceptée. Ce que Mama Africa juge nécessaire de réfuter. On me dit, Mama Africa, il faut porter les pannes et les jupes. Arrête la sape car les habits sont trop chers. Sinon les hommes ne pourront pas t'épouser. Moi je dis, si tu ne veux pas m'épouser, je m'en fous. Je continue avec la sape. La SAP a vu le jour au Congo voisin il y a plus de 50 ans. C'est vers les années 70 que le mouvement prend de l'ampleur en RDC grâce à la musique et déjà quelques femmes accompagnaient les sapeurs dans ce mouvement. Aujourd'hui, beaucoup sont âgés ou décédés. Heureusement, une nouvelle vague prend la relève et trouve quand même du soutien malgré les critiques. Les femmes ne peuvent pas toujours rester derrière les hommes. Pour la parité, c'est bon. Et pour le développement aussi de la femme, c'est bon aussi. Moi, je trouve que c'est très bon ça. On ne peut pas seulement laisser le tout aux hommes. Être une sapeuse peut être douloureux financièrement. Certaines sont aidées par leur famille expatriée à l'étranger, d'autres y consacrent une grande part de leur salaire et l'essentiel de leur temps libre dans les friperies de Kinshasa. Voilà, c'est avec les sapeuses que nous mettons donc terme à cette édition. Mais avant de partir, la pensée de ce jour, un proverbe africain qui nous vient du Burkina Faso et qui dit « Quand le canari se casse sur la tête, il faut en profiter pour te laver ». Cela nous vient du Burkina Faso, ce proverbe qui dit « Quand le canari se casse sur la tête, il faut en profiter pour te laver ». Merci une fois encore de nous avoir suivis. L'information est en continu sur Sika TV et sur notre site internet sikatv.info.